La proue du ferry heurte et transperce le pétrolier. L'impact projette du pétrole sur l'eau et sur le pont du ferry. Une boule de feu gigantesque jaillit entre les deux navires, comme un volcan qui explose sur une mer noire. En 1967, Kamel Laird de Birkenhead, au Royaume-Uni, a construit un ferry pour voitures et passagers appelé Koningin Juliana, également connu sous le nom de Reine Juliana. Une entreprise néerlandaise l'utilisait pour assurer la liaison entre Horwich et Hook of Holland. Le ferry mesurait 131 mètres de long et 20,5 mètres de large. Il pesait 6682 tonnes et pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 21 nœuds. En septembre 1985, le ferry a été vendu à la compagnie italienne Navarma Lines, qui assurait des liaisons entre la France, l'Italie et leurs îles voisines. Navarma Lines a ensuite changé de nom pour devenir Moby Lines, et le ferry est alors devenu connu sous le nom de Moby Prince. Il a été transféré vers son nouveau port d'attache, Livourne, en Italie, où il assurait la liaison régulière entre Livourne et Olbia. Le pétrolier Agip Abruzzo a été construit en 1976 chez Ital Cantieri à Trieste. Il mesurait 330 mètres de long et un peu plus de 50 mètres de large. Il pouvait transporter 253 000 tonnes de pétrole et naviguer à 16 nœuds. En 1987, pour répondre aux besoins du marché, le pétrolier a été raccourci à 267 mètres, ce qui a réduit sa capacité de chargement à 149 000 tonnes de pétrole. Le 9 avril 1991, Agip Abruzzo arrive dans le Vorno en provenance d'Égypte. Le pétrolier appartient à International Hydrocarburi, ou ENI, ce qui signifie Autorité nationale des hydrocarbures en italien, une grande compagnie pétrolière et gazière italienne. Il transporte 82 000 tonnes de pétrole brut léger iranien dans ses cuves. Le port de Livourne, appelé Leghorn en anglais, est le principal port de la Toscane et l'un des ports les plus importants d'Italie pour les passagers et le fret. La zone principale du port s'appelle le bassin de Florence. 3 digues protègent l'entrée, la digue Veglia protège l'entrée sud. La digue Curviligne et la Diga della Meloria forment une longue digue à l'ouest, et la Diga del Mazzocca se trouve au nord-ouest. Les navires entrent et sortent par l'entrée sud, entre l'extrémité sud de la digue Curviligne et l'extrémité ouest de la digue Veglia. Le chenal fait environ 190 mètres de large et 15 mètres de profondeur. Entre la sortie du bassin Florence et l'entrée sud se dresse la tour de signalisation maritime de Livourne. La tour offre une vue imprenable qui relie les navires aux terminaux et aux opérateurs portuaires. Elle enregistre les arrivées et les départs des bateaux, surveille les manœuvres portuaires, contrôle les conditions météorologiques et tient le trafic maritime informé. Le 10 avril, après une escale de 24 heures, Moby Prince se prépare pour son trajet habituel de 7 heures, quittant le port de Livourne et repartant vers Olbia en Sardaigne. Le temps est clair et 75 passagers rejoignent les 66 membres d'équipage du ferry, bien en dessous de la capacité du navire qui est de 1200 personnes. À 21h55, juste avant le départ, le pilote du port monte à bord du Moby Prince. Le capitaine du Moby Prince, Ugo Chessa, un capitaine de longue date connu pour sa précision et son professionnalisme, remet le contrôle au pilote qui guidera le navire hors du port. Un pilote de port escorte toujours les navires, comme les ferries, lors de leur entrée et sortie du port car il connaît les eaux locales, les courants et les fonds marins. À 22h03, les amarres du ferry sont larguées et il manœuvre pour sortir du port. En quittant l'entrée du port, il croise un autre navire qui entre. La tour de surveillance maritime observe et surveille les communications radio entre les deux navires qui se croisent pour s'assurer que tout se passe en sécurité. Le ferry se dirige vers le sud en direction du passage entre le barrage Vegliaia et le barrage curvilinéaire. Du côté sud du barrage Vegli, à l'extérieur du port, près de l'entrée du port, plusieurs navires sont au mouillage. Parmi eux se trouvent 2 pétroliers appartenant à ENI, l'Agip Napolé et l'Agip Abruzzo. Il y a également 2 des 5 navires marchands américains provenant du camp Derby tout proche qui sont ancrés dans la zone, le Gallant II et le Cap Breton. Le camp Derby est un complexe militaire américain qui sert de principal centre logistique pour la Southern European Task Force de l'armée américaine, soutenant les opérations de la guerre du Golfe. L'Agip Abruzzo, le dernier de ces 4 navires, est ancré à environ 2,7 milles de Vegli.
Il se trouve à l'intérieur d'une zone interdite délimitée par une frontière en forme de cône. Cette zone est une zone d'interdiction d'ancrage parce que des câbles sous-marins longent le fond marin et que l'ancrage des navires pourrait les endommager. Le cône marque également le passage pour les navires entrant et sortant du port, séparant le chenal de la zone d'ancrage. Depuis le pont du Moby Prince, les officiers du ferry, y compris le capitaine et le pilote, peuvent voir les lumières de tous les navires à l'ancre. Tous les contrôles du Moby Prince sont réglés en mode manuel, opérés par un équipage qualifié et expérimenté. Les officiers sont à leur poste, utilisant le radar et les équipements radio, avec le capitaine Chessa sur la passerelle qui les surveille. Le pilote entend le bureau du port transmettre un message radio au commandement. Cap Vrai 195 qui essaie la route vers Olbia. Alors que le ferry passe le barrage de Veglia, le pilote quitte la passerelle, descend du navire et monte à bord d'un bateau pilote qui attend à côté du Moby Prince. Après avoir passé la digue barrée, le ferry quitte les eaux du port et entre dans les eaux du Havre. Depuis la sortie du port, l'équipage connaît bien la route vers Olbia. Il suit normalement un cap de 220 degrés, puis ajuste progressivement à 191 degrés pour corriger la trajectoire. Le ferry accélère jusqu'à 18 nœuds, ce qui est normal pour cette zone, près de la sortie du port. Le pilote sur le bateau pilote regarde le ferry continuer sa route vers sa trajectoire prévue. Cette histoire a été reconstituée à partir du rapport d'enquête original sur l'accident et d'un second rapport qui a été rédigé 30 ans plus tard. Ceci est mon interprétation basée sur les preuves recueillies lors des deux enquêtes. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à bord du Moby Prince car tous, sauf une personne, sont morts. C'est une soirée claire et calme, il n'y a pas de brouillard et dans le port, la visibilité est excellente et la mer est calme. 2 personnes de l'Académie navale italienne près de la Terrazza Mascagni, au sud-est de la digue Vegliae, ont observé le ferry quitter le port depuis leur point de vue élevé. Ils ont également remarqué quelque chose d'étrange avec la Jeep Abruzzo. Le pétrolier est enveloppé d'une sorte de nuage blanchâtre ou de vapeur. Mais ils n'y prêtent pas attention et retournent à l'intérieur de l'Académie. En fait, il y a un autre navire et le pétrolier effectue une opération illégale de ravitaillement nocturne avec un navire plus petit, probablement une barge, mais personne n'identifie le navire. Le réservoir numéro 6 sur Agip Abruzzo est ouvert et il y a un tuyau qui pend sur le côté. La cargaison dans le réservoir numéro 6 contient un mélange de carburant avec 8% d'oxygène, ce qui est dangereusement proche de la plage explosive. Le pétrolier est orienté vers le sud avec ses lumières éteintes, où il subit une panne temporaire de courant. Et le nuage blanchâtre de vapeur recouvre le pétrolier, donc il est possible que Moby Prince ait perdu de vue le pétrolier. À 22h25, le troisième navire devient soudainement visible sur la trajectoire du Moby Prince. Le ferry effectue un virage serré à gauche pour éviter de heurter le navire non identifié, mais cela s'avère être une erreur fatale. Le Moby Prince percute le flanc droit de l'Agip Abruzzo, frappant sous un angle de 70 degrés. L'étrave du ferry frappe et transperce la citerne numéro 7 du pétrolier, qui est normalement utilisée pour les résidus ou les eaux sales de cale et de lavage. Mais lors de ce voyage, elle est remplie de pétrole brut léger. L'impact éventre la citerne de pétrole, déversant son contenu dans l'eau environnante et sur le pont du ferry. L'impact verrouille les 2 navires ensemble. Le capitaine de la Jeep Abruzzo tente de manœuvrer le pétrolier pour l'éloigner du Moby Prince. Le Moby Prince tente de reculer avec son gouvernail tourné vers la droite, mais sa proue reste coincée dans le pétrolier et le pétrole continue de s'échapper de la coque endommagée. Alors que les 2 navires tentent de se dégager, le frottement du métal provoque des étincelles qui enflamment le pétrole s'échappant du pétrolier. Des flammes jaillissent, engloutissant le ferry et l'eau environnante. Depuis son point de vue unique, la tour de surveillance maritime voit le feu exploser comme un volcan. Les flammes se propagent avec une telle violence et la chaleur est si intense que l'équipage sur la passerelle du Moby Prince doit abandonner la salle de contrôle immédiatement. Il laisse le moteur tourner à pleine puissance avec le gouvernail braqué complètement à droite à un angle de 30 degrés. En quittant leur poste, ils espèrent que le ferry se dégagera et s'éloignera du pétrolier en flammes, en tournant en marche arrière. Ainsi, le feu et la fumée à la proue devraient s'éloigner du centre du navire. Le chaos éclate à bord du ferry de passagers. Le feu et l'épaisse fumée provenant de la proue se propagent rapidement et consument la majeure partie du pont avant.
Le point de rassemblement sur le pont supérieur central, où sont stockés les radeaux de sauvetage, est trop dangereux à atteindre. Les officiers du navire élaborent rapidement un autre plan d'urgence. Ils rassemblent tous les passagers dans le salon de luxe à l'intérieur du navire pour attendre les secours. Ce salon possède des murs et des portes ignifugées, ce qui en fait un abri alternatif plus sûr face à la catastrophe qui se déroule à l'extérieur. Les passagers commencent à arriver, certains avec des valises, d'autres portant des gilets de sauvetage. L'équipage est formé pour faire face aux situations d'urgence impliquant un incendie. Certains ont leur manuel de procédure d'urgence dans leur poche. Ils placent des extincteurs autour du salon pour lutter contre tout incendie qui pourrait se déclarer. L'opérateur radio ne peut pas accéder à la radio principale dans la salle de contrôle à cause de l'incendie. Alors il utilise un émetteur portable à la place, essayant de donner l'alerte et d'appeler à l'aide en envoyant des signaux de détresse à plusieurs reprises. Mayday, Mayday. Moby Prince, nous sommes entrés en collision. Notre navire est englouti par les flammes. Nous avons besoin des pompiers. Sa voix devient de plus en plus désespérée. Mec, si vous ne nous aidez pas, on va brûler. Mayday, Mayday. L'équipage et les passagers attendent ensemble dans le salon de luxe, s'attendant à ce que de l'aide arrive bientôt, car ils sont si proches du port. À l'intérieur, la température reste supportable, même si les flammes dévorent la structure autour d'eux. L'autorité portuaire entend l'appel de détresse à la radio, mais il est faible et brouillé. L'opérateur a du mal à comprendre le message. 3 minutes plus tard, un autre message arrive, cette fois de Agip Abruzzo, disant qu'ils ont été percutés par un navire. Ils envoient un nouveau message radio. 2 minutes plus tard, l'opérateur décide que le message de détresse doit concerner Agip Abruzzo. Dans la confusion, l'appel à l'aide du Moby Prince n'est pas pris en compte. Les équipes de secours se mobilisent pour aider le pétrolier en difficulté. L'autorité portuaire dirige et coordonne les opérations de sauvetage, tandis que d'autres agences comme les pompiers et la police jouent des rôles de soutien. Deux lamaneurs interviennent d'eux-mêmes, face à l'urgence, sans aucun ordre de l'autorité portuaire ni d'aucune autre autorité. Ils sont les premiers à quitter le quai du port. À 22h30, un habitant vivant sur le front de mer surplombant la collision voit ce qui se passe depuis sa terrasse et commence à filmer les navires en feu. Les deux navires sont toujours emmêlés, le feu s'est propagé sur les deux et sur la mer entre eux. La visibilité est tellement bonne cette nuit-là qu'un avion d'Alitalia en train de se préparer à atterrir à Pise aperçoit l'incendie en mer et le signale à la tour de contrôle. À bord du pétrolier, des membres de l'équipage observent depuis la passerelle ce qui les a heurtés. Malgré le feu et l'épaisse fumée, ils distinguent la silhouette d'un grand bateau avec de grandes fenêtres, comme un navire de passagers. Et puis le Moby Prince se libère et les deux navires se séparent. À 22h35, le capitaine du pétrolier n'a toujours pas donné aux sauveteurs d'informations sur l'autre navire en feu. D'abord, l'Agip Abruzzo signale qu'il ne voit rien. 1 minute plus tard, le capitaine signale qu'ils sont entrés en collision avec un petit remorqueur ou une barge et non avec un grand ferry de passagers. À 23h, un veilleur sur un bateau de police remarque de la fumée au loin et suggère à son commandant de se diriger vers le navire. Mais ensuite, on soit étant sur Reis, il voit 5 fusées rouges s'élever dans le ciel et entendre les signaux sonores provenant de l'Agip Abruzzo. Avec l'appel d'urgence sur la radio, canal 16, le commandant et le veilleur redirigent leur attention vers l'Agip Abruzzo et le deuxième navire est oublié. Environ 40 minutes après la collision, le pétrolier envoie un autre message radio. On dirait une petite barge qui nous a percutés. Pompiers, Agip Abruzzo. Nous avons du pétrole brut léger iranien, mais nous ne savons pas ce que la barge qui nous a percutés transportait à bord. Sans mentionner que le deuxième navire pourrait aussi avoir besoin de secours. D'autres communications radio suivent, mais il n'y a aucune coordination de la part de l'autorité portuaire et aucune conscience qu'ils devraient rechercher le deuxième navire. La fumée s'épaissit et se propage. Les vagues transportent de l'huile en feu et un mur de fumée dense vers l'entrée du port, réduisant la visibilité autour de la zone de l'accident. À 23h12, un remorqueur de la compagnie Tito Neri atteint le pétrolier et un autre de leurs bateaux arrive 8 minutes plus tard. À 23h22, le patrouilleur CP232 de l'autorité portuaire arrive sur les lieux avec le commandant de l'autorité portuaire à bord. Ils restent ancrés dans l'eau entre le Moby Prince et l'Agip Abruzzo.
Après s'être dégagé, le Moby Prince continue de reculer en cercle autour du pétrolier, avec ses moteurs toujours en marche. Le feu se propage violemment et les flammes atteignent différentes parties du ferry, de manière inégale, épargnant certaines zones de la chaleur extrême. Mais il reste sur le pont supérieur et la marche arrière du navire aide à préserver la zone extérieure de la poupe ainsi que les cabines de l'équipage sur le pont inférieur. À l'intérieur du salon de luxe ignifugé, même s'ils sont protégés de la chaleur, le système de climatisation du navire commence à faire circuler du monoxyde de carbone mortel et des gaz toxiques. Les passagers et l'équipage à l'intérieur suffoquent lentement. Le monoxyde de carbone se lie à l'hémoglobine de leurs globules rouges, privant ainsi leur corps d'oxygène. Ils commencent à ressentir des maux de tête, des vertiges et des nausées. Certains essaient de s'échapper sur le pont, mais ils sont submergés par la chaleur intense qui se dégage de la coque du navire. Les personnes qui restent à l'intérieur meurent d'asphyxie. Pendant tout ce temps, aucune communication utile ne provient du pétrolier concernant la recherche du deuxième navire. En entendant des conversations radio au sujet d'un navire abandonné en feu, les lamaneurs partent à sa recherche. À 23h26, le remorqueur signale qu'il a repéré le deuxième navire en feu et qu'il se dirige vers lui, bien qu'il n'ait pas encore identifié de quel navire il s'agit. Le capitaine du pétrolier s'y oppose, disant qu'il transporte 82 000 tonnes de pétrole brut et il ne cesse d'insister sur le danger que représente sa cargaison. À 23h30, un autre navire aperçoit le deuxième navire en feu. Le remorqueur des lamaneurs atteint le Moby Prince. À 23h45, le signaleur maritime demande aux lamaneurs s'ils peuvent identifier le navire. Ils répondent « C'est le Moby Prince, sur lequel il faisait des opérations commerciales. Il y a beaucoup de monde à bord. On me dit qu'il y a 50 passagers. » Officier de veille, quelqu'un doit m'expliquer ce qui s'est passé. Les lamaneurs aperçoivent un survivant isolé à l'avant gauche du ferry. Il se déplace vers la poupe et saute à l'eau, où le remorqueur le récupère rapidement. Au même moment, l'équipage de l'Agip Abruzzo décide également d'abandonner le pétrolier. Le seul survivant du Moby Prince raconte au sauveteur qu'il a parcouru les différentes salles du navire pendant plus d'1 heure, évitant les flammes, accompagné d'un autre membre d'équipage qui n'a pas survécu. Il affirme qu'il y a d'autres personnes à bord qui attendent d'être secourues. Malgré ses supplications, l'opération principale de sauvetage reste concentrée uniquement sur le pétrolier. Aucun plan de sauvetage n'est élaboré pour le Moby Prince. À 2h du matin, alors qu'on entre dans la matinée du 11 avril, un remorqueur parvient à s'amarrer au ferry à la dérive. Vêtu de vêtements de travail ordinaires et sans masque de protection, un marin monte à bord par la poupe et attache un câble de remorquage. Le Moby Prince est remorqué jusqu'au port de Livourne. 2 jours après la collision, lorsque la chaleur de l'incendie s'est enfin dissipée, les pompiers entrent dans le ferry et découvrent les corps de 140 personnes. Entre le 12 et le 17 mai, l'Agip Abruzzo a été vidée de son pétrole restant. Elle a été remorquée en octobre 1991 et démolie en janvier 1992. Une enquête judiciaire a attribué la tragédie au brouillard, ainsi qu'aux actions imprudentes et négligentes du capitaine Chessa du Moby Prince. Un levier dans la salle des machines avait été mis en pilote automatique, rendant le capitaine Chessa directement responsable, et les défaillances de l'autorité portuaire lors du sauvetage ont été minimisées. En juillet 2021, 3 décennies après les accidents et face à l'indignation croissante du public, le Parlement italien a créé une nouvelle commission pour enquêter sur l'accident. Leurs conclusions racontaient une toute autre histoire. L'enquête initiale avait été bâclée et incomplète. Des preuves avaient été soit ignorées, soit omises. Des témoignages oculaires, les conditions météorologiques réelles, même des images vidéo des 2 navires en feu. Le bureau du procureur s'est initialement appuyé sur l'enquête de l'autorité portuaire, malgré le fait que l'autorité portuaire faisait elle-même l'objet d'une enquête pour sa réponse de sauvetage défaillante. Le rapport de la 2e commission n'a jamais identifié spécifiquement le mystérieux 3e navire, mais il mentionne un ancien bateau de pêche somalien nommé 21 Octobre 2, et d'autres barges peut-être impliquées dans des ravitaillements illégaux. La carcasse du Moby Prince est restée à Livourne pendant presque 7 ans, jusqu'à ce qu'elle coule au quai en mai 1998. Elle a été renflouée et emmenée en Turquie, où elle a été démolie. Pour regarder plus de vidéos sur des catastrophes, cliquez sur le lien à l'écran maintenant.